Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Merci d'être là, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Oriane. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP. On va parler de la campagne législative, campagne éclair mais mouvementée. Accord à gauche, le nouveau front populaire est né hier. À droite, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Audrey, vous allez nous raconter la journée des LR épisode 3. Oui, tout ce que vous avez loupé dans le dernier épisode des Républicains tout à l'heure. C'est assuré. Allez. Et puis évidemment, cette campagne législative, c'est aussi l'actualité dans nos régions. On en parle tout de suite. Et l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Strasbourg, on retrouve Olivier Clodon. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste politique aux dernières nouvelles d'Alsace et au journal L'Alsace. On va bien sûr parler des législatives qui se profilent. D'abord un mot sur le casse-tête de l'organisation de ce scrutin éclair pour les maires. Oui, bonjour. Nous sommes allés voir les maires, notamment les maires des petites communes, pour leur demander comment ils préparent ce scrutin un peu dans la précipitation. Alors c'est un casse-tête, c'est un défi logistique. Un élu nous a dit qu'une élection, c'est pas juste poser une boîte dans une salle. Il faut la salle et il faut des gens autour de l'urne. Et pour les salles, c'est un peu compliqué parce qu'on rentre dans la période un peu festive et estivale où il y a la fête de la cerise, la fête de la bretzel, le festival de jazz, etc. Tous ces événements qui font la richesse locale et qui vont être perturbés par l'organisation de cette élection. Alors il y a très peu d'annulations de fêtes à proprement parler. Par contre, il y a des annulations d'événements qui sont liées à la présence des services de l'État ou à l'absence des services de l'État, puisque vous savez que les services de l'État rentrent dans la période de réserve électorale où ils n'ont pas le droit de s'exprimer pour pas influer sur le scrutin. Donc il y a des annulations comme le comité, la remise du prix du comité de la résistance. Il y a des comités de ligne, ça c'est dans les transports régionaux, donc c'est des comités qui sont annulés. Et puis dans la jolie petite ville de Célestat, dans le centre-Alsace, par exemple, le congrès des villes de France a été reporté à l'automne. Il était attendu les 4 et 5 juillet et le Premier ministre était annoncé à ce moment-là. Et Olivier, votre région recèle quelques particularités en matière électorale. Quelles sont les perspectives pour les différents partis, notamment Renaissance, les Républicains et le RN ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une particularité en Alsace, notamment en lien avec le Rassemblement national, parce que l'électeur alsacien n'a jamais permis au Rassemblement national de s'implanter localement. Je vous donne un exemple. En Alsace, il y a 880 communes, il y a des milliers d'élus municipaux, et le Rassemblement national en compte 2. Pas de députés depuis 1988. Donc, à titre d'exemple, en 2022, lors des dernières législatives, le Rassemblement national était présent dans des duels du second tour dans 8 des 15 circonscriptions alsaciennes. Il a été battu partout. Donc il y a un enjeu pour le Rassemblement national à essayer de traduire en victoire locale de forts niveaux de vote sur des scrutins nationaux, ce qu'il n'a pas réussi à faire pour l'instant. Ensuite, il y a un autre aspect intéressant à suivre, c'est un duel annoncé entre la majorité présidentielle et les Républicains, puisque à rebours du reste du pays en 2022, la majorité présidentielle avait conquis s'était développée dans son implantation et a été passée de 6 à 11 circonscriptions sur les 15, donc elle a beaucoup à perdre, et notamment face aux Républicains qui se sentent ragaillardis par le score de François-Xavier Bellamy qui a fait un ou deux points de plus que au niveau national ici en Alsace, et les Républicains se disent qu'ils pourraient peut-être récupérer cette fois-ci quelques circonscriptions qu'ils ont perdues à quelques centaines de voix près en 2022 après le crash Pécresse. Voilà, donc c'est ce duel qui paraîtrait intéressant à suivre aussi, mais ces analyses ne tiennent pas compte des conséquences éventuelles des péripéties des instances nationales des Républicains. Merci Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une des dernières nouvelles d'Alsace, c'est le nouveau Front populaire qui parvient à un accord. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci beaucoup Olivier Clodon et évidemment à très vite. Et on va commencer en parlant de cet accord de la gauche, socialiste, insoumis, communiste, écologiste, qui ont donc créé hier soir le nouveau Front populaire. On va voir ça avec Samia Dechia. Après 4 jours de négociations, le nouveau Front populaire est né. L'alliance des gauches a été conclue hier, peu après 20h, au terme d'une journée où les rumeurs disaient l'accord prêt à capoter. Et finalement, dans un communiqué commun, socialistes, insoumis, communistes et écologistes ont scellé leur union aux législatives.
Heureux d'avoir conclu et de voir que toute la gauche s'est rassemblée face à l'essentiel, face à l'extrême droite. Les partis de gauche se sont mis d'accord sur un programme commun pour les 100 premiers jours de gouvernement. Nous allons indexer les salaires sur l'inflation. Nous allons indexer toutes les pensions sur l'inflation. Non, mais je le dis tout de suite. Nous avons réussi à mettre un pacte pour le pouvoir d'achat en avant, très fourni, très garni. Ils ont aussi réussi à se répartir les circonscriptions où seront désignés des candidats uniques. Les plus réticents étaient les Hollandais du Parti socialiste, hostiles à un mariage avec les Insoumis. Mais hier, l'ancien chef de l'État a lui-même salué l'accord. C'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Et donc, il y a un accord ce soir, je n'en connais pas le détail, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. En cas de victoire, il faudra encore s'accorder sur le choix de la personnalité qui incarnera cette union des gauches à Matignon. Arnaud, évidemment, et Frédéric, on va revenir sur cet accord qui est donc intervenu après des mois où la gauche s'est déchirée, notamment pendant cette campagne des européennes. C'est une surprise ou c'est une nécessité, cet accord ? Sur le plan électoral, c'est une nécessité. Pour le Parti socialiste, c'est une nécessité parce que ils ont besoin d'avoir cet accord pour survivre, voire pour progresser. C'est une nécessité pour toutes les parties prenantes. C'est une nécessité aussi pour LFI. Quelque part, la situation électorale commande, en l'occurrence, et elle s'impose, quelles que soient les divergences de fond et qui sont réelles, et les divisions profondes qui peuvent exister sur tout un ensemble de sujets entre les différentes parties prenantes de la gauche. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si cet accord est susceptible de créer une dynamique sur le terrain. Est-ce qu'il va être compris par une partie aussi de l'électorat social-démocrate qui a voté Glucksmann sur une autre ligne que la ligne d'unité avec LFI. Ça, c'est quand même un vrai sujet. On voit en tout cas que le président Hollande, qui était l'un des plus sévères vis-à-vis de la NUPES, aujourd'hui semble adouber cet accord. C'est pas le cas de son ancien Premier ministre, M. Cazeneuve, d'après ce que je crois comprendre. Ensuite, est-ce que cet accord va, d'une certaine façon, face au bloc que constitue le Rassemblement national, faire en sorte que, finalement, cette élection législative soit un face-à-face entre ces deux blocs, entre le bloc Rassemblement national et le bloc Front de gauche, ce qui serait extrêmement périlleux, évidemment, pour les candidats de la majorité et les candidats du parti présidentiel. Comment il peut être perçu ? Comment il est perçu par les électeurs, cet accord, Frédéric ? On va plutôt parler des électeurs de gauche. Je pense que d'un côté, et ça a été très bien dit, il y a eu des mois et des mois de déchirement, une campagne électorale où Raphaël Glucksmann a été très fortement attaqué par les Insoumis, une partie de la gauche, des élus de gauche, notamment ceux des Insoumis, en décalage avec ce que nous disait le peuple de gauche dans nos enquêtes. Quelle que soit l'enquête, on n'a jamais trouvé une majorité de sympathisants de gauche à dire que la police tue, qu'il y a un racisme systémique, que le Hamas est un mouvement de résistance, y compris les sympathisants LFI, que les émeutes urbaines étaient des émeutes sociales et légitimes. Donc il y a vraiment, moi je pense qu'il y a toujours ces deux gauches irréconciliables, mais il y a une nécessité, il y a la crainte de voir l'URN arriver au pouvoir qui a constitué un carburant extraordinaire pour faire bouger les lignes. C'est vrai que l'intervention de François Hollande peut surprendre à l'aune de ses critiques très fortes vis-à-vis de la NUPES, mais l'idée que le RN est aux portes du pouvoir, qu'il a mis les pieds dans la porte, fait que les lignes bougent de manière très spectaculaire. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est la réaction des sympathisants de gauche. Je pense qu'ils vont être largement favorables à cette union, même si les divergences, les lézardes, les fractures sont encore là. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, avec un bloc RN très constitué et en conquête, en dynamique, et un bloc de gauche qui s'unit à la surprise générale, la majorité a tous les risques d'être prise en étau de manière assez extraordinaire. C'est un accord qui va faire le plein à gauche, ou est-ce qu'il y a des électeurs qui ont voté Raphaël Glucksmann et qui diront « non, moi je vote pas pour un accord avec LFI ». Je vais vous dire, on a publié une première enquête mardi soir, IFOP fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio, mais prudence, les choses peuvent bouger tellement vite. On avait 7 points de décalage entre une hypothèse gauche unie, 25%,
et une hypothèse de gauche séparée. En même temps, 5 points de gens qui se mettent en divers gauche. Ça fait 12 points. L'intérêt des prochaines enquêtes, ce sera de voir si cette part du peuple de gauche, notamment l'électorat Glucksmann, notamment d'autres électorats, celui de Roussel, celui d'Anne Hidalgo, celui de Yannick Jadot, vont, je dirais, acheter cet accord au nom de la nécessaire union face au risque RN. Arnaud, là-dessus. Oui, je partage encore une fois là ce que vient de dire Frédéric. Moi, je pense que clairement, l'électorat de gauche va se mobiliser. Il y aura certainement un peu de réserve et peut-être un peu de déperdition, inévitablement. Mais il y aura vraisemblablement un bon report. De toute façon, à gauche, il y a toujours un bon report, in fine, quand même, globalement, historiquement. Beaucoup plus qu'à droite. Donc, il y a beaucoup plus de facilité de s'allier à gauche, de créer les conditions d'une unité, quelle que soit la violence des déchirements, quelle que soit l'issue très incertaine de ce que donnerait d'ailleurs un gouvernement de gauche dans quelques semaines. Parce qu'encore une fois, je veux dire, il y a des positions qui sont quand même très diamétralement opposées, pas seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan des mesures économiques qu'il faut prendre, même parfois sur le plan du régalien. Mais je crois que cette unité est, malgré tout, qu'on le veuille ou non, une valeur ajoutée pour la dynamique électorale de la gauche. Après, le vrai problème, encore une fois, ça va être de savoir est-ce que nous allons nous retrouver, dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec d'un côté le RN et une partie de la droite, parce qu'il y a une partie de la droite qui va se retrouver face à l'alliance de gauche du côté du RN, parce que le RN est aujourd'hui dans une situation de leadership sur le plan électoral, ce qui inévitablement fera disparaître, en tout cas rendra beaucoup plus difficile la tâche des candidats de la majorité. Oui, et puis il y a un sujet aussi qui peut permettre de rassurer ces électeurs socialistes, c'est qu'il y a François Hollande qui a soutenu cet accord, mais aussi d'autres personnalités qui s'y opposaient frontalement en 2022. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, et puis Nicolas Maillard-Rossignol aussi, le maire de Rouen, qui semble soutenir cet accord. Donc ça peut être de nature à rassurer les électeurs socialistes. Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler ces personnalités qui étaient vraiment anti-NUPES et qui étaient vraiment sur cette logique de gauche irréconciliable et de pas moyen de travailler avec la France insoumise. Donc ça donne une dynamique, effectivement, qui peut être intéressante, qui peut même renverser la dynamique RN, qui pourrait, restons sur de l'hypothétique. La question qui se pose aussi, ça va être l'incarnation. D'un côté, on a deux incarnations très claires. Premier ministre Gabriel Attal, Premier ministre, en cas de victoire RN, Jordan Bardella. Qui serait le Premier ministre pour la gauche? Là, on a jeté un voile pudique là-dessus parce qu'on sait très bien que c'est une dimension, c'est un aspect qui peut faire ressurgir de très fortes divisions. Quand on voit Carole Delga que vous citiez, qui disait jamais Jean-Luc Mélenchon, et je pense que c'est la ligne de beaucoup de socialistes, dans une enquête IFOP pour Paris Match dans début de semaine, 80% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon serait un mauvais Premier ministre, et auprès des sympathisants de gauche, c'est le plus intéressant, 57% ne le voient pas comme un bon Premier ministre. Donc la question de l'incarnation face aux deux incarnations bien installées du bloc central et du bloc RN va sans doute se poser très rapidement pour cette gauche Front Populaire. Oui, ça va se poser, mais ce qui va déterminer le choix du Premier ministre, ce sera le rapport de force à l'intérieur de la gauche. Et le rapport de force à l'intérieur de la gauche aujourd'hui, c'est quand même, je veux dire, LFI qui dispose d'une grande partie des gros bataillons électoraux. 75 Donc de ce point de vue-là, LFI a un avantage comparatif par rapport aux autres forces politiques. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une stratégie. Jean-Luc Mélenchon se fait assez discret, enfin relativement il a adouci discret. Son propos. Il adoucit son discours parce que tout simplement, il est dans une stratégie qui vise à le rendre peut-être plus Premier ministrable d'une certaine manière. Mais la mécanique est complexe quand même pour les autres parties prenantes de cet accord. Voilà, je crois que c'est un point important. On va écouter Raphaël Glucksmann dans quelques secondes, mais d'abord peut-être un mot en attendant que Raphaël Glucksmann arrive. Vous parlez, Frédéric, des électeurs de gauche. Après, quand les candidats de ce Front Populaire seront au second tour, il faudra convaincre au-delà des électeurs de gauche. Est-ce que à ce moment-là, dans des duels, l'étiquette LFI peut être perçue comme un repoussoir ou pas? Alors, j'ai toujours tendance à dire,
commençons par le premier tour avant de se projeter sur un second tour. D'autant plus qu'il y a un élément fondamental, ça va être la participation. Et on sait que les législatives constituent le seul scrutin où la participation a un impact très fort sur la qualification pour le second tour, puisque si la participation est élevée, les 12% et demi des inscrits sera un seuil, constitueront un seuil bas. Et en 2022, il y avait, je crois, une seule triangulaire sur les 577 élections. Là, on serait peut-être sur le schéma, ou peut-être même zéro. Si je reviens, il y en a eu quelques-unes, mais je ne sais plus. Très peu, au moins une ou deux. Le seuil étant très bas, on sera plutôt sur le schéma 97, avec énormément de triangulaires. Et donc, dans ce cadre, ça sera l'ordre d'arrivée au premier tour qui va être, avec les 3 blocs, absolument fondamental. Mais effectivement, un duel gauche socialiste versus RN ou bloc central versus un duel gauche LFI, il n'y aura sans doute pas les mêmes rapports de voix et LFI pourra être un repoussoir. Ça y est, on a Raphaël Glucksmann. On va l'écouter, Raphaël Glucksmann, qui était le premier, en tout cas ces dernières semaines, à s'opposer à un accord avec LFI. On va voir ce qu'il pense de cet accord du Front Populaire. Il était l'invité ce matin de la matinale de France Inter. Je croyais qu'il allait rentrer dans... Je vais pas vous mentir. J'espère que non. Non, mais c'était difficile. Et ça, je suis devant vous sans aucun oubli. Par contre, je pense qu'à un moment donné, chaque homme, chaque femme, doit regarder l'histoire et prendre conscience de ses responsabilités. Ce que nous avons obtenu, c'est qu'il y a un engagement extrêmement clair sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, sur les frontières de l'Ukraine, sur le soutien indéfectible à la résistance ukrainienne. Nous avons obtenu aussi le soutien à la construction européenne. Nous avons obtenu aussi que les attaques du 7 octobre soient qualifiées de massacres terroristes. Bon voilà, on sent qu'il n'y va pas de gaieté de cœur, mais qu'il y est allé par raison pour combattre l'extrême droite. Mais c'est très, très révélateur. Raphaël Glucksmann a été harcelé pendant la campagne. On se souvient de son exfiltration du 1er mai du côté de Saint-Étienne. Mais il est clairement sur une logique où, je reprends le terme d'Arnaud, la nécessité, c'est d'abord l'union. Et le danger RN, ça a toujours été un puissant carburant de mobilisation à gauche. Il y a toujours, c'était il y a 22 ans, mais le trauma du 21 avril. Ah, si la gauche était partie plus unie, on aurait eu un second tour, Jospin face à Jacques Chirac. Et donc c'est vrai qu'on sent l'absence totale d'enthousiasme, on sent une résignation très forte, mais clairement, lui aussi s'inscrit dans cet accord. Pardon. Oui, alors après, la question, c'est de savoir... parce que il y a la réalité électorale, c'est-à-dire nécessité fait loi en l'occurrence, et puis il y a l'atmosphère générale du pays. L'atmosphère générale du pays depuis un certain nombre d'années. Le pays quand même, malgré tout, je veux dire, le barycentre est plutôt à droite, clairement. Donc, est-ce que, si vous voulez, dans un pays dont le barycentre culturel est plutôt à droite, est-ce que cette alliance de gauche peut avoir une efficience aussi importante qu'elle l'imagine ? Ça va être la vraie question. Parce que, dans l'hypothèse où il y a des duels, parce que, bon, il peut y avoir des triangulaires, il peut même y avoir des quadrangulaires, je suis d'accord, je pense que le taux de participation à cette élection sera vraisemblablement plus important qu'il ne l'était, en tout cas lors des dernières élections législatives. 66% et de plus important. Et ça veut dire 18% pour... Et il sera plus important lors des dernières élections européennes. Alors après, reste à savoir à qui va profiter cette participation. Ça, c'est un sujet essentiel et c'est une des clés de ce scrutin. Ça, nous le verrons le 30 juin déjà. La gauche unie, la droite, elle, s'entre-déchire. Audrey, la crise chez les LR continue. Oui, si vous avez manqué l'épisode d'hier, sachez que fraîchement exclu des Républicains, Éric Ciotti a contesté cette décision. Il s'est même rendu à son bureau sous l'œil des caméras. Regardez. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier ? Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. S'en sont suivies des images qu'on n'aurait pas pensé voir dans cette campagne. Éric Ciotti à la fenêtre pour montrer qu'il est bien de retour dans son bureau. Et cette vidéo siglée Les Républicains avec la musique que je vais vous laisser apprécier.
Un bureau un peu vide. Il a sorti son téléphone portable pour organiser un peu tout ça. La suite de la journée, pardon. Éric Ciotti l'a passé... C'est la musique qui m'a perturbée. C'est la musique, ça vous a... Éric Ciotti l'a passé... Trop de dramatisation. Au restaurant le midi avec Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, pour finaliser la liste des candidats issus de leur alliance. D'après Sébastien Chenu, qui était interviewé ce matin dans les 4 vérités, député du Nord, député sortant du Nord, il y en aurait 80. Quant au cadre des LR, ils sont restés soudés, fustigeant la décision de leur ancien président, même si François-Xavier Bellamy, nouveau coprésident par intérim, a aussi affirmé sur une radio qu'il voterait bien sûr pour le Rassemblement national en cas de duel LFI-RN au second tour. Vous le voyez hier, journée mouvementée. Mais c'est pas fini, Oriane. Il faudra s'accrocher aujourd'hui puisque les cadres des LR se réunissent à nouveau en bureau politique pour exclure une nouvelle fois Éric Ciotti, ainsi que Christelle Dintorni, députée LR sortante des Alpes-Maritimes, qui le soutient, et Guilhem Carayon, le président des Jeunes LR. C'est aussi aujourd'hui que la justice examine le recours d'Éric Ciotti contre son exclusion des LR, recours sur l'exclusion de mercredi soir, pas sur celle d'aujourd'hui. Vous nous raconterez l'épisode 4, du coup. C'est la série sans fin. C'est surprenant de la part des LR, ou c'est aussi l'heure de la clarification ? C'est l'heure de la clarification, mais je pense que c'est aussi l'heure de la perdition pour les LR, de toutes parts en l'occurrence, parce qu'on est en train finalement d'assister, je crois, cette fois-ci, à l'agonie de cette formation politique, qui renaîtra peut-être sous une autre forme, mais je ne crois plus que la marque LR aujourd'hui soit une marque véritablement crédible après tout ce qui se passe. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, le pari de Ciotti, c'est quoi ? Le pari de Ciotti, c'est de considérer que les militants et que l'électorat de droite est plutôt aujourd'hui favorable à un accord avec le Rassemblement national. Alors c'est vrai que quand on regarde par exemple les reports de voix qui ont eu lieu lors des élections législatives de 2022, un nombre non négligeable des électeurs LR, lorsqu'ils étaient confrontés à des duels entre un candidat du Rassemblement national contre un candidat de la majorité ou un candidat du Rassemblement national contre un candidat de la NUPES, ont plutôt porté leur suffrage sur les candidats du Rassemblement national. Ça, c'est qu'il y a quand même une porosité qui existe dans ces deux électorats. Ensuite, l'autre question, c'est que on va voir quel est l'impact que va avoir, si vous voulez, l'unité de la gauche sur le comportement de l'électorat de droite. Ça, il va falloir le mesurer dans les jours qui viennent, parce que, quand même, qu'on le veuille ou non, l'alliance avec LFI, elle fait peur à la droite. Et donc, en l'occurrence, ça peut aussi, si vous voulez, redistribuer les cartes dans les heures et dans les jours qui viennent. Donc, je crois que ça, c'est un sujet. Ensuite, après, l'embrouillamini juridico-politique, médiatique au sein de LR, je crois que encore une fois, ça finit d'achever l'image d'un parti qui n'a pas pu clarifier depuis 2017 sa position. Oui, pour approfondir ce que dit Arnaud, plutôt pour donner un autre élément. On a une guerre des 3 blocs depuis 2021-2022. Un bloc de gauche, alors lézardé, replâtré, qui est maintenant uni et qui peut avoir une dynamique intéressante. Un bloc RN qui a triomphé aux élections européennes et un bloc central, le bloc de la majorité, sanctionné aux européennes, en risque très fort, mais où se trouve LR face à ces 3 blocs. Et c'est vrai que la question du positionnement, de l'espace pour LR, explique tout ce qui vient de se passer. Le score de François-Xavier Bellamy a été honorable. Il a fait une très belle campagne, mais ça ne change rien à ces problèmes d'espace. Avec d'un côté des électeurs LR qui sont, comme le dit Arnaud, très proches sur les questions identitaires, d'immigration, d'insécurité, qui sont même en fusion avec les sympathisants RN. Une partie des sympathisants LR qui sont très proches de la majorité sur les questions économiques. Donc voilà, ce qu'il se passe, c'est, je dirais, les conséquences, mais de manière aiguë. Et ce psychodrame, moi, qui me rappelle un peu un psychodrame plus ancien, en 2012, la guerre Copé-Fillon, mais... La coqueux, la connarde, etc. Mais c'était le terme, c'était, si je puis dire, dérisoire, anecdotique, parce que la présidentielle législative était passée. Là, ce psychodrame arrive à moins de 15 jours d'une élection qui est peut-être la plus importante sous la Ve République. Mais juste, est-ce que ça les affaiblit, pour prolonger ce que dit Arnaud, est-ce que ça affaiblit les LR ou est-ce qu'au contraire ça peut leur redonner un nouvel élan avec une ligne clarifiée d'affirmation républicaine? Mais tout dépendra, on aura des éléments dimanche soir, l'offre électorale, la part de candidats LR
soutenus par le RN ou dans les circonscriptions pour lesquelles il n'y aura pas de candidats RN, la part de candidats LR, canal historique, ceux qui ont été désignés par le binôme Annie Genevard, François-Xavier Bellamy, c'est ça qu'il faudra regarder, circonscription par circonscription, mais c'est clair que, en tout cas, ce qui me frappe, c'est que depuis des jours, on parle de tout sauf de sujets qui intéressent les électeurs. On est dans la tambouille politicienne, ce qui peut s'expliquer compte tenu du contexte très resserré. Et je me mets à la place d'un électeur de droite. Quel gêne, quel parasitage pour faire son choix. Jordan Bardella, il a réussi son coup ou d'une alliance qu'il espérait se faire avec les LR, finalement, il a ramené à lui Éric Ciotti? Non, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'on voit aux côtés. Le Rassemblement national fait ce qu'a fait Emmanuel Macron, j'allais dire, dans sa zone de chalandise immédiate. Emmanuel Macron, il avait fait exploser finalement le centre-gauche et le centre-droit, et finalement, le Rassemblement national, mécaniquement, est en train de faire exploser à la fois la droite LR et aussi la droite zémouriste. Donc oui, de ce point de vue-là, malgré tout, je veux dire, c'est un apport, parce que qu'on le veuille ou non, ça crée le trouble, ça donne l'impression qu'il y a quand même un rassemblement qui se fait autour de Jordan Bardella. Donc pour le Rassemblement national, c'est plutôt, je veux dire, un point positif, surtout après le résultat de dimanche soir. Donc ça renforce l'image quand même, malgré tout, d'une dynamique qui leur est favorable. Mais il y a quand même un point qu'il faut pas exclure, hein. Je le dis parce que moi je pense que c'est un sujet essentiel et on verra ça bien évidemment le 7 juillet, c'est que compte tenu du fractionnement du champ politique aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve le 7 juillet sans aucune majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avec une France totalement ingouvernable. Je ne sais pas si on mesure ce que ça signifie sous la Ve République. Je rappelle encore une fois que la Ve République a été créée par le général de Gaulle pour constituer des majorités stables et pour rendre ce pays gouvernable après qu'on ait vécu la Troisième et la Quatrième République. Si on rajoute à la crise politique la crise institutionnelle, eh bien, bon courage à ceux qui veulent essayer d'en sortir. Il nous reste 30 secondes. Arnaud parle d'or. C'est vrai qu'on est déjà dans cette crise puisqu'il y a une majorité relative. On a vu la difficulté depuis 2 ans de la majorité à voter ces textes. S'il y a une majorité relative, il peut y avoir une majorité absolue du bloc de gauche, du bloc RN et du bloc central. Mais en cas de majorité relative, en cas d'émiettement du rapport de force électoral, le président ne pourra pas dissoudre avant le 9 juin 2025 et le décalage entre cette Assemblée paralysée et les attentes, l'exigence d'action de la part des Français sera absolument dévastateur. Oui, avec un budget à voter à la fin de l'année. Oui. Et voilà, ça nous fera encore plein d'épisodes à suivre. On suivra évidemment cette campagne courte, hein. Il reste encore 2 semaines. C'est notre petite pause du vendredi. Le vendredi, on vous emmène découvrir notre patrimoine et son entretien. Et c'est pas toujours facile pour les élus, Audrey. Oui, en effet, en Normandie, certains maires sont même obligés de mettre la main à la pâte pour rénover les églises. Regardez, j'y suis allée. C'est vous, et on va vous suivre, vous nous y emmenez. Ce chemin, le maire de Montamy l'a emprunté des milliers de fois pour se rendre au chevet de l'église du village. Des centaines d'heures à la sueur de son front pour la rénover touche par touche. Sa dernière victoire, une tranchée pour l'isoler de l'humidité du cimetière. On a tout creusé à la main avec un bénévole de Montamy et je remercie Pascal. C'est vrai qu'on a fait ça tous les deux. Oui, c'est dur quand même. Quand on voit les résultats derrière, c'est une récompense. Bon, il y a un investissement physique et moral quand même assez important, mais bon, ça sera à refaire, je referai. Un sauvetage du patrimoine qu'il consigne dans ce cahier. Notre porte de côté qui a été sauvée en bénévolat. Sauvé, l'a fini. Ah, ça, c'est fameux les travaux de clocher, avec les abassons, oui. Ouais. À ses côtés, son amie Françoise, forcément touchée, ce sont ses aïeux qui ont construit l'église. Je suis contente, moi, parce que je suis malheureusement toute seule. J'ai pas beaucoup de... Ta famille. Oui, tous mes ancêtres sont là. Grâce à ces rénovations, Pierre Dufay évite de précieuses dépenses. Rien que les portes d'entrée en chêne et tout, on est obligé de les reprendre à l'origine, quoi. Faut quand même sauver le patrimoine. On peut faire des portes en contreplaqué. Et quand on voit le prix d'une porte aujourd'hui, oui, on n'est pas loin des 15 000 € sûrement dans les portes. Et ça compte, car depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, les bâtiments religieux sont à la charge des communes. Un sacerdoce pour Montamy, 93 habitants,
qui doit plaider sa cause dans la commune nouvelle de Soulèvre-en-Bocage. On a des frais de fonctionnement énormes, par notre surface, par le nombre d'églises, le nombre de mairies, les routes, c'est énorme les routes. Et on a quelques travaux que j'ai réussi à déclencher parce que c'est des travaux nécessaires et on est obligé il faut faire quelque chose, quoi. Mais pour la sacristie, il cherche toujours des bénévoles. Montamy est loin d'être un cas isolé. D'après un rapport sénatorial, entre 2500 et 5000 églises seraient menacées d'être abandonnées, vendues ou détruites d'ici 2030. À la Baconnière, près du Mans, le conseil municipal a dû s'y résigner. Vous êtes à l'emplacement de l'ancienne église, Saint-Corneille-Saint-Cyprien, qui a été déconstruite le 31 juillet l'année dernière. Quand la grue, l'appel est arrivé pour prendre le clocher, on s'est posé les questions, faisons-nous le bon choix? L'église était devenue dangereuse et les travaux trop exorbitants. Des devis sont arrivés pour une somme maudite de 7 millions d'euros, pas tenable pour les baconniériennes et baconniériens. D'autant que la Baconnière a d'autres défis. La moitié de la population a moins de 40 ans. Aujourd'hui, sur nos écoles, on a 250 enfants de scolarisés, ce qui fait plus de 10% de la population de la Baconnière. Et on a privilégié les investissements pour nos infrastructures, pour nos enfants et nos aînés sur la commune. On a fait le choix de déconstruire, mais ce qui est regrettable, c'est qu'en amont, on n'ait pas eu des subventions, que l'État vienne à notre rescousse, car on sait très bien aujourd'hui que les gros édifices dans des petites communes ne sont pas soutenables en termes de coûts de fonctionnement et de rénovation. Pour ne pas oublier l'église, l'entrée et son emprise au sol ont été conservées. Une place de village sera construite ici. Et voilà pour votre reportage, Audrey. Et on continue avec vous. Vous faites tout dans cette émission. Regarde la revue de presse. Et Audrey, on parle évidemment des législatives en une de la presse régionale ce matin. Oui, et nos quotidiens sont plusieurs à consacrer leur une à l'alliance du nouveau Front populaire à gauche. C'est le cas des dernières nouvelles d'Alsace et du Dauphiné libéré qui soulignent qu'il a fallu de longues négociations tendues au parti de gauche pour sceller un programme de gouvernement en vue des élections législatives et surtout se répartir les circonscriptions. Cet accord sera présenté aujourd'hui, rappelle la dépêche du Midi. Il a reçu le soutien de François Hollande et de Raphaël Glucksmann, on l'a entendu il y a quelques instants. La question du Premier ministre, elle, n'est pas tranchée. Les législatives, c'est aussi un casse-tête pour la recomposition politique, mais pour l'organisation également. C'est même une galère pour les maires, rapporte l'Alsace. Elles doivent organiser des élections en 3 semaines, à l'heure où le personnel municipal commence à partir en congé, où les bénévoles se font plus rares et où les manifestations d'été se multiplient. Une situation inédite aux conséquences insoupçonnées. Certaines salles municipales ont été réservées pour des mariages. Il faut donc, en plus de l'organisation, trouver des solutions de secours. Mais les législatives anticipées, c'est aussi un casse-tête pour les militants, rapporte le Télégramme. Il faut faire campagne en 3 semaines, sans QG, sans tract et parfois même sans candidats investis. Alors on improvise des réunions d'information à l'arrière d'une salle de restaurant, on envoie des SMS pour relancer le réseau. Certains députés sortants ont même commencé le porte-à-porte avant de recevoir l'investiture officielle de leur parti. On l'oublierait presque, mais l'Euro de foot commence aujourd'hui. Mais nos journaux ne l'ont pas oublié. 24 équipes en lice pour l'Euro et ça fait la une de plusieurs quotidiens. 1 euro pour faire rêver la France pour l'Ardennais lors de la revanche pour la montagne. Place à la fête et au football pour l'Union qui rappelle que la France de Mbappé, finaliste du dernier mondial et favorite pour cet Euro, elle jouera son premier match lundi face à l'Autriche, Oriane. Merci Audrey, merci beaucoup. Le hors-série de la revue politique et parlementaire, c'est l'Afrique. Des indépendances à la souveraineté. Arnaud, un mot sur votre livre, plus que jamais d'actualité. Merci. Je peux rajouter. J'ai envie de vous dire. Aux portes du pouvoir, RN inéluctable victoire. Voilà, lisez-le, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est chez Michel Lafon. Chez Michel Lafon. J'ai commis un article dans la revue Commentaire qui sort aujourd'hui qui s'appelle Marine Le Pen peut-elle perdre en 2027 ? Ah, voilà. C'est la question que je pose aussi dans la. Enfin, on ne pensait pas que ça irait aussi vite. Voilà, c'est ça. Merci à tous les deux. Merci Frédéric, merci Arnaud, merci Audrey, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi.